Dépendance alcool, témoignage d'Alexandre Beillet. Salut Alex. Salut Xavier. Je suis très 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 content de te recevoir aujourd'hui, de te recevoir dans mon bureau ici même pour cette interview. Voilà, c'est important pour moi d'avoir d'autres sons de cloche sur d'autres personnes qui se sont sorties de la dépendance. Et voilà, c'est très très important pour moi de t'interviewer toi particulièrement. Pourquoi ? Parce que tu es donc coach spécialisé dans la dépendance alcoolique. Et en plus, tu animes une émission de radio qui s'appelle Sans Accro, qui est sur BXFM, 104.3, c'est ça, Oui, sur Bruxelles. Et tu m'as moi-même interviewé il y a à peu près un an, voilà, pour que je vienne témoigner de mon addiction au chemsex et à la crystal meth. Et voilà, donc c'est important pour moi aussi de pouvoir t'interviewer, d'avoir ton témoignage à toi. et filmé en plus, Et tourne avec filmé. le son. Ouais, on a la totale, quoi. Voilà, cool. Bah, je suis très content. Ok, ben Alex, je te demandais de me retracer un petit peu ton parcours. Donc évidemment, la première question qui me vient en tête, c'est comment était ta vie avant de consommer? Oula. Alors Paf. ma vie avant de consommer, j'ai commencé relativement tôt à boire de l'alcool et c'était aux alentours de 15 ans. Donc ce qui s'est passé avant mon premier verre, je ne vais pas dire n'a pas d'importance parce que dans une vie, je pense que chaque seconde a son importance, certaines un peu plus que d'autres. Mais donc, dans ma tendre enfance, elle était relativement basique, banale, d'une famille aimante, stable, dans laquelle il y avait, en dehors d'un divorce, qui est déjà pas mal hein, dans une jeunesse, mais il n'y avait pas de faits majeurs qui ont déclenché l'une ou l'autre chose dans un début d'addiction. En ce qui me concerne, ça a été d'abord l'alcool et puis il y a d'autres produits qui se sont greffés par la suite. Mais avant que je ne découvre ce premier verre d'alcool qui fut une révélation intense, Hmm. tout se passait relativement bien. Et tu veux dire que vraiment ta vie a basculé à partir de ce premier verre d'alcool? Euh, Probablement, oui, j'en ai encore des souvenirs. J'ai des souvenirs de ces premières fois où je me bourrais la gueule. J'ai des Hmm. souvenirs du fait que les premières fois, quand j'avais carte blanche, c'était de toute façon le plus d'alcool possible. Et c'était parfois 45 minutes, c'était parfois 6 heures en fonction de l'argent, en fonction de si j'avais mangé. Et de toute façon, j'allais jusqu'au vomi. Hmm. Donc, parfois, il intervenait rapidement et parfois, c'était un peu plus tard, parfois, il venait pas. Hmm. Mais en tout cas, oui, ça a été une révélation dans mon cas. Et l'histoire racontera qu'il y a quelques semaines, mois, on va dire, j'ai été diagnostiqué TDAH. Alors, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais Ah, ah. dans le sens où un adolescent qui a son esprit qui va dans tous les sens, je n'ai jamais été diagnostiqué à l'époque, ben, lors de sa première gorgée d'alcool, tout à coup, il y a tout qui se recentre, et donc ça a un double effet. On est pompette, on est pété, mais en plus, on a le cerveau qui ne va pas dans tous les sens. Donc j'ai eu un double effet, d'où l'importance de ce premier verre qui n'est peut-être pas le même premier verre que d'autres personnes. Ouais, c'est ça te permettait déjà de canaliser un petit peu le mental qui partait dans tous les sens, quoi. Oui. Ouais, ça c'est super intéressant parce que dans mon parcours, il y a aussi ce côté TDAH. Moi je suis très dissipé, d'ailleurs je bouge tout le temps sur ma chaise, tout ça. On me dit toujours que je suis pas super ancré dans le sol. Mais voilà, je vis avec quoi. Mais c'est vrai que au départ, la première chose qui m'a amené à consommer, c'était aussi canaliser le mental qui part dans tous les sens, quoi. Et Ouais. enfin, toi, tu étais déjà diagnostiqué enfant Non, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment sur le tard et c'est bien après avoir commencé à travailler sur moi pour me sortir de l'addiction que j'ai compris ça, quoi. Mhm. Donc, ouais, c'est récemment que ça a fait tilt, quoi. Ah, ok, c'est ça. Mais Ah, c'est pour ça, en fait, que je suis comme ça. c'est pas mal de le savoir. Ouais, ouais. Bah, c'est intéressant, on peut partir directement là-dessus, peut-être. Comment est-ce que ça t'aide maintenant, en fait, de savoir ça? Mais quand on arrête, je fréquente beaucoup de groupes de parole, donc j'ai souvent appris à parler en jeu, même s'il y a beaucoup de... Je pourrais englober beaucoup de monde. Quand j'ai appris que c'était un TDAH, quand j'ai arrêté de boire,
On m'a dit dans un premier temps, écoute, si jamais tu ressens le besoin d'aller dans une thérapie, en parler en long et en large pour essayer de savoir ce qui a fait que tu es devenu alcoolique, ce qui a fait que tu as consommé comme un porc, euh, fais-le. Par contre, si tu n'en ressens pas le besoin, attends parce que tu risquerais d'aller dans une mauvaise direction, tu risquerais de buter sur un truc qui n'est pas l'élément principal et de perdre beaucoup de temps, d'énergie et parfois même reconsommer parce que finalement, on fouille le passé et on ne trouve pas. Et donc, j'ai jamais souhaité faire de thérapie parce que je n'en ressentais pas le besoin. Mm. Mais il y a quand même un petit truc dans un coin de la tête qui dit, mais s'il y avait quelque chose de refoulé, de véritablement arriver dans l'enfance, et ça reste. Et un jour, quand il y a le TDAH qui arrive et qu'on le diagnostique et qu'on dit pas c'est peut-être oui, peut-être non, le mien il est gris foncé, il n'est pas gris milieu et il n'est pas blanc cassé. Donc voilà, ça explique énormément de choses. Je lis par rapport à ça et je comprends qu'effectivement, il y a de grandes chances, comme 30% des TDAH, que j'ai développé cette addiction parce que j'avais Mm. ce trouble. Mais donc, oui, étant donné qu'il n'y a pas encore ce diagnostic-là au départ de ta consommation, comment est-ce que ça a pris de plus en plus de place dans ta vie? Ben, on a certains terrains fertiles. J'ai eu certains terrains fertiles. Maintenant, il devient de plus en plus évident que, en ce qui concerne l'alcool et l'alcoolisme, quand on est issu d'une famille dans laquelle il y a beaucoup d'alcooliques, en l'occurrence ma maman, mes deux grands-pères, mon tonton, le frère de ma maman et d'autres personnes dans la famille plus large, quand nos premières alcoolisations ont été intenses, quand on a pratiqué le binge drinking à un jeune âge, on a 30, 40, 50% de chances en plus de devenir alcoolodépendant par la suite. Ce qui veut dire que mon terrain était déjà fertile à la base et casse-cou, tête brûlée, moi j'étais plutôt du côté des mecs qui cassaient des vitres de fenêtres à la sortie des discothèques à 17 ans pour impressionner les filles que ceux qui rentraient à 20h45 en bus pour réviser leurs cours. De toute façon, je ne révisais pas les cours, j'ai jamais eu mon diplôme de secondaire, j'ai été relativement cancre, relativement avec plein de guillemets. Mais donc, l'alcool s'est présenté partout et parce que fatalement, qui se ressemble s'assemble, j'étais tout le temps avec les autres têtes brûlées, en train de faire les pires conneries, en train de fumer les premiers pétards à 16 ans alors que d'autres ne savaient même pas que ça existait. Voilà, donc j'ai été conditionné à prendre une trajectoire qui était celle de on va rire, on va faire la fête, on va se défoncer si on peut, mais de toute façon, le maître mot, c'est rigoler et insouciant. Ça fait deux maîtres mots. Mhm. Et suite à ça, comment est-ce que, à un moment donné, c'est devenu problématique pour toi de consommer? Plutôt, comment c'est devenu un problème inconscient? Pas vraiment, parce que l'alcoolisme est une maladie tellement insidieuse et tellement progressive que lorsqu'on se pose la question de savoir si on ne serait pas quand même un petit peu alcoolique, Mhm. il est déjà trop tard. Dans mon parcours, en tout cas, c'était bien plus tard que au moment où j'aurais pu encore éventuellement changer quelque chose. Ou avec un pote qui faisait souvent la fête avec moi, on sortait de boîte d'after, on était à 14h dans un salon, on devait bosser à 18h dans l'Oreca, et on se disait en se regardant, on est quand même deux vieux alcoolos. Hein. Et c'était les balbutiements de la prise de conscience, mais beaucoup trop tard dans Mhm. une planète saine telle la nôtre, avec des gens sains, propres et beaux qui ont une santé normale. Avant même d'être conscient qu'il y avait un problème, est-ce qu'il y avait déjà eu des problèmes liés à l'alcool? Par exemple, pour moi, c'était que j'ai commencé à avoir des psychoses toxiques, mais j'étais pas conscient que j'étais addict, quoi, encore. Oui, non, parce que l'organisme est bien foutu. Au niveau de ma santé physique, ce n'est que 3 ans après avoir arrêté que sont arrivés les véritables pépins Ah liés à ouais. mes consommations. Hmm. Donc, j'ai jamais eu mal au foie, j'ai jamais eu. Euh, j'ai eu par la suite 2 cancers. On m'a retiré le côlon, on m'a retiré le rectum. Enfin, j'ai vécu avec des poches sur le ventre. Donc, mon parcours de santé a été relativement calamiteux, mais pas pendant que je buvais. Je pense que si j'avais eu des gros avertissements pendant ma pratique, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que j'avais quand même un début de cirrhose et, euh, et, et une œsophagite, Hmm. mais c'était pas suffisant pour retentir pour faire sonner la sonnette d'alarme. Hmm. En fait,
même dans les 2 dernières années d'alcoolisation, qui étaient des alcoolisations intenses, parce que j'étais passé dans la catégorie des alcoolodépendants au plus haut degré, c'est-à-dire que j'avais besoin d'alcool pour vivre. Si je n'avais pas d'alcool au quotidien, je risquais une crise de délirium tremens, Mhm. des crises d'épilepsie. Donc j'avais besoin d'alcool. Et même un médecin m'aurait donné des médicaments très forts si j'avais souhaité arrêter. Mhm. Donc, même pendant cette dernière partie de beuverie, j'étais encore dans un déni assez profond et je me disais encore, ouais, mais t'inquiète pas, quand ça ira mieux dans ta vie, Alex, tu boiras moins, tu reviendras à la normale. Mais j'étais dans une chambre chez ma grand-mère qui m'avait hébergé. Je buvais matin, midi, soir, nuit, Mhm. et je faisais des siestes quand je devais faire une sieste parce que j'étais fatigué, mais il n'y avait plus d'heure. Donc parfois, je faisais une sieste de 4 heures du matin à 8, et je me réveillais, j'avais toujours une bouteille à proximité, je rebuvais, j'appelais certaines personnes, je correspondais sur les réseaux sociaux, la plupart des gens ne se doutaient absolument de rien, j'arrivais encore de temps en temps à partir en vacances à droite à gauche, je revenais bronzé, je mettais 2-3 photos au soleil avec un sourire, et quand j'ai appris aux gens que j'arrêtais tellement j'étais loin, la plupart sont tombés de haut. Donc Mhm. il n'y a pas vraiment eu de prise de conscience, j'ai pas essayé de me faire soigner, c'est un matin, après plusieurs semaines, je vomissais du sang quasiment tous les matins, un petit peu de sang Mhm. dans une certaine bile. Donc mon foie était vraiment atteint. Là, je me suis dit, oh oh, bon, allez, il te reste 20 euros en poche, tu prends le taxi, tu vas aux urgences. Et je suis allé aux urgences. Ouais, C'est ok. tout. C'est ma prise de conscience qui a duré 40 secondes. Waouh, ouais, c'était le moment d'agir, quoi. Et Oui, c'était un réflexe, un instinct de survie. ouais, instinct de survie. Oui, plus le choix, là, il y a le cerveau qui se met en mode survie et on fonce, quoi. Oui, Mhm. c'est lui qui m'a guidé vers le taxi. Alors, il me restait une demi-bouteille de Porto et puis un petit rail de Mhm. coke. J'ai pris les deux pour me donner suffisamment de force pour le voyage jusqu'à l'hôpital et pour expliquer au type qui me recevrait aux urgences ce que j'avais. Et puis, Mhm. une fois que je suis passé la porte et qu'ils m'ont dit, ah oui, on va quand même vous garder, là, je répondais oui ou par non, mais mon organisme était allé vraiment jusqu'au bout. Ben, après, il y a le médecin qui me disait, mais non, mais vous n'avez pas l'air spécialement atteint. Et il m'a quand même fait prendre une prise de sang. Il m'a quand même pris une prise de sang. Et puis il est revenu 1 heure plus tard avec les résultats. Il a fait, ah oui, bon, on va vous garder, monsieur, on va vous garder quelques jours. Mais j'avais tout perdu. J'avais plus de mutuelle. Ouais. J'avais plus de CPAS. J'avais plus de chômage. J'avais plus rien. Rien du tout. Et donc, après 5 jours, ils m'ont quand même mis dehors de l'hôpital alors qu'ils voulaient me garder un peu plus. Mais ça a été une des premières choses. Une des secondes choses, c'est que le jour même ou le lendemain, ils m'ont fait faire une échographie du foie Mhm. et je descends au -1 avec un médecin spécialisé. C'était pas un gastro-entérologue, je ne sais plus. Bref, et il met son échographe du côté du foie et puis il me regarde, il regarde l'endroit où il place l'échographe et puis il regarde son moniteur, il fait, oh là, vous avez quel âge? Et puis je dis 37 ans, monsieur. Et puis il me dit, bah, ça c'est un foie gras, hein, ça c'est un début de cirrhose, hein, c'est pas du chocolat, hein, ça. Vous voulez mourir? Et puis là je regarde. Et là, cette phrase, vous voulez mourir, c'était, ah bon, c'est une option. Mhm. Mhm. Ah, ok, boum, là, ok, on est sur Terre, non, je veux pas mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de boire? Ok, ça va, j'arrête. Ça a Mhm. été le déclencheur, et depuis lors, j'ai pu toucher à un verre. Dans ce parcours de rétablissement, après 3 jours, je suis allé voir un groupe de parole, les Alcooliques Anonymes. Moi, je m'en fiche, personnellement, je le cite. Je ne cite personne qui s'y trouve, mais je n'ai aucun souci à dire que j'y vais. Et eux m'ont appris la vie, non seulement la vie sans alcool, Mhm. mais en plus la vie sans souffrance de ne plus avoir d'alcool. Donc, le fait de se rendre compte que, ben voilà, c'est un produit qui est bon pour les autres, mais pas pour soi. Et leur mission a fonctionné, vu que je suis là, en face de toi, avec un sourire qui est sincère et qui est vrai. Et ça veut dire que donc dès cette crise-là, t'as plus touché un verre d'alcool, il n'y a pas eu de rechute ou des choses comme ça dans ton parcours? Non, Ouais, ouais. il n'y a pas eu une seule rechute, il n'y a pas eu une seule hésitation, Mhm. il y a pas eu véritablement d'envie. J'ai eu une chance dans ma malchance. Ma malchance était que mon parcours de santé a été tellement catastrophique à partir du moment où j'ai arrêté de boire,
que je me suis dit, et qu'on m'a dit d'ailleurs, si vous retouchez un verre d'alcool, il y a de grandes chances que le lendemain ce soit 5 et le surlendemain 15. Mhm. Et à ce moment-là, votre pronostic vital est engagé et on comptera en semaines ou en mois. Donc, j'ai pas envie de prendre ce risque. Ce qui fait que il n'y a pas vraiment eu de grandes difficultés. Enfin, même encore maintenant, de temps en temps, je mangeais très bien une, hein, le vendredi soir, mais c'est des envies qui passent en 3 secondes. Il y a Mhm. un klaxon d'une voiture et j'y pense plus. Donc, c'est, on va dire, un combat de tous les jours, mais qui n'est plus vraiment un combat, mais j'y pense encore de temps en temps. Et Mhm. il faudrait vraiment beaucoup de choses, en tout cas, pour que je reprenne un verre. Beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est un témoignage tout à fait différent de ce que moi j'ai traversé et qui permet, en tout cas aux personnes qui regardent cette vidéo, de pouvoir s'identifier aussi, si jamais ils vivent la même chose, quoi. Oui, Euh, et sur 1000 alcooliques et 1000 buveurs excessifs, il y a 1000 profils ouais, différents. ouais, ouais, ouais. Donc, il y a pas une marche à suivre. Enfin, quand on a un organisme qui est touché, bon, bah, il faut arrêter, point. Ouais, Mais ouais, ouais. toutes les manières sont différentes de s'y prendre. Donc, effectivement, toutes les histoires ne se ressemblent pas, mais il y a toujours ce fil conducteur qui est on n'a pas réussi à maîtriser cette consommation et on n'a pas réussi à dire non au moment où il aurait fallu. Hmm. Parce que finalement, c'était quand même rigolo une fois de temps en temps, hein. Mais vu qu'une fois de temps en temps, c'était une fois sur 15, voilà, bon, Ouais. prends plus le risque. Et maintenant, depuis 4-5 ans, tu es devenu coach spécialisé dans la dépendance alcoolique. Et comment t'en es venu à faire ça? Eh bien, tout à l'heure, je te disais que j'avais pas mon diplôme de secondaire, Hmm. donc ces consommations ont fait en sorte que je me suis cantonné à des petits boulots. J'ai travaillé, oh, grande et bonne idée, dans l'ORECA pendant presque 20 ans, allez, 15 ans. Hmm. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'ORECA? Ben, à la fin du service, on boit un petit verre avec le patron ou la patronne. Et après 2 ans, on boit 2 petits verres. Après 3 ans, 5 petits verres. Et puis après 15 ans, c'est 3 petits verres avant d'arriver à travailler. Hmm. Donc il y a vraiment une ascension fulgurante de la consommation. Et ben, il y a un moment où on se dit, quand on a arrêté, on retrouve ses facultés, plus ou moins ses facultés intellectuelles, celles qui ont été épargnées. Et puis on se dit ben, qu'il serait temps de faire quelque chose de concret et d'envisager, moi j'ai arrêté de picoler à 37 ans, d'envisager la seconde partie de ma vie de manière chouette, sympa. Et donc, se sont posées pas mal de questions. Et je sais que dans les groupes de parole que je fréquente, quand je levais la main et quand je parlais de mon histoire ou quand je répondais à d'autres, eh bien, mon discours était relativement bien accepté par les pairs, par les autres personnes dans la salle de réunion. Et on venait souvent me demander d'être parrain, on venait souvent me poser les questions en dehors et tout ça. Et puis je me suis dit un jour, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider d'autres alcooliques à se rétablir avec zéro diplôme? Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et un jour je suis tombé sur le terme de père aidant, de patient expert en France. Et je me suis dit, tiens, un père aidant, en fait, c'est quelqu'un qui parle de son histoire à d'autres personnes, qui ne donne pas de chemin à suivre, mais qui parle de son chemin et qui donne l'envie de le suivre. Et donc, je me suis dit, bah, ça, c'est dans mes cordes. Quels sont les risques que je prends? Est-ce que c'est dangereux de s'adresser à des personnes qui ont des troubles, des troubles de santé mentale ou qui auraient peut-être parfois des problèmes de santé physique alors qu'on n'est pas médecin? Et puis donc, je me suis intéressé et puis j'ai au culot ouvert mon cabinet et puis j'ai au culot reçu les premières personnes et ça s'est presque instantanément tout de suite bien passé. Dans le sens où les personnes que j'ai rencontrées, j'avais préparé une cinquantaine de questions, j'avais envisagé tous les scénarios et la première personne qui est arrivée, j'avais ma liste de 50 questions et je m'étais dit que j'allais d'abord me présenter et finalement je me suis présenté à la personne et ça a duré 40 minutes et la personne était presque en larmes et donc je n'ai plus du tout regardé mes questions, j'ai parlé avec mon cœur et cette personne, après un an et demi, n'avait toujours pas retouché un verre, avait récupéré son boulot, avait perdu 20 kilos, avait retrouvé la garde de son fils et tout ça. Et donc, de fil en aiguille, j'ai plus ou moins gardé le même canevas, c'est-à-dire commencer par parler de ma vie et voir un petit peu comment est-ce qu'on allait broder autour. Et si la personne
avec un petit peu de jugeote personnelle, nécessitait le soutien d'un médecin pour sa santé physique ou mentale, eh ben, tu es directement redirigé chez un psychiatre, chez un généraliste en tout cas, parce que je n'endosse pas la responsabilité de dire vous en faites pas, ça va aller, vous aurez moins mal au foie. Non, non, pas du tout. Dès qu'il y a un soupçon, je vous pose des questions au début. Mais le terme de père aidant, c'était quand même pas spécialement folichon. Certaines personnes me disaient mais qu'est-ce que c'est que père aidant? Il y avait une certaine crainte d'autres personnes et je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire alors que j'ai pas de diplôme de secondaire? Ah, coach de vie. Ah oui, tiens, ça me botte. Oui, ok. Qu'est-ce qu'il y a comme formation? Alors c'est la 25 000, non, celle-là, oui, non, et j'ai fait une formation de coach de vie. Voilà. Qui m'a amené effectivement non seulement à faire de la pérédance, donc à parler de mon problème, de ma maladie d'alcoolisme de laquelle j'étais en train de sortir parce qu'on n'en sort jamais, et de remettre un petit peu les gens dans le, je ne vais pas dire le droit chemin parce que chacun a son chemin, mais en tout cas plus ou moins sur les rails, parce que le parcours du combattant, je le connaissais. Et par la suite, je me suis rendu compte que malgré ça, coach de vie, père aidant, c'était pas encore la panacée, qu'il y avait encore une certaine frilosité. Et donc, quelqu'un m'a justement dit, un super psychiatre du réseau Epsilon m'a dit, fais cette formation en alcoolologie à l'ULB. C'est un certificat interuniversitaire et je le termine dans 3 semaines. Je serai diplômé dans 1 mois et demi. A priori, je serai alcoologue, en plus de coach de vie, en plus de père aidant. Un alcoolique, alcoologue. Ça, c'est un peu le parcours professionnel actuel. Excellent, t'es en plein blocus en fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai, je t'ai dégagé 2 heures parce que tu me redonnes un petit peu de joie et pour la seconde partie du bloc. Ah, c'est ça, excellent. De toute manière, pour te retrouver, c'est sur Facebook, c'est ça, c'est Alexandre B. Coaching. Alexandre B, oui, B-E. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et concernant l'émission Sans Accro, c'est sur BXFM, donc tu me rappelles 104.3. 104.3. Et est-ce qu'on peut aussi retrouver sur Internet l'émission? On peut la retrouver. Les précédents podcasts sont à retrouver sur SoundCloud. Les nouvelles émissions de septembre maintenant seront également sur Spotify. Mais la saison n'a pas encore repris, c'est d'ici une grosse semaine aussi. Donc il y a tout qui rentre en même temps. Et voilà, de toute façon, j'avais dit à Xavier que d'ici quelques temps, je le réinviterai parce que dans un parcours de rétablissement, chaque année est différente. Au début, c'est un petit peu la folie et puis on a presque envie la première année de sortir sur le rond-point Montgomery et de crier « Je suis abstinent, je bois plus !» Puis il y a un moment où on tombe un petit peu de ce piédestal parce qu'on se rend compte que les gens s'en foutent. Royalement, et puis là on revient un petit peu, on a l'impression qu'on est en train de commettre un acte héroïque, ce qui est le cas d'ailleurs, quand on arrête une consommation dans laquelle on a été plongé, c'est un peu le cas, mais les gens s'en foutent. Et donc on a une seconde partie de vie, et puis une troisième, et puis d'autres choses qu'on met en place, et ça n'arrête jamais en fait. Et c'est très intéressant dans mon parcours d'animateur radio par rapport aux sorties d'addiction, de voir certaines personnes dans le temps et leur évolution et parfois leur sagesse aussi qui vient. Et voilà. Donc, c'est pas se rendre l'appareil par politesse, mais c'est vraiment voir des évolutions, d'autres facettes qui sortent. Ça qui est très agréable. Ben avec plaisir, je viendrai avec plaisir, évidemment. Bien sûr. Et ben voilà, c'est tout. Merci Alex. Merci Xavier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo, commentez, faites-nous un petit commentaire et puis venez nous faire un petit coucou. Voilà, salut. À bientôt. À bientôt.